Parfait. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le nom de la présentation, c'est de 0 à héros dans un CTF. Ça veut dire partir de rien puis devenir bon. Vous n'allez pas devenir bon à soir, magiquement, mais je vais vous donner la recette qu'on utilise, nous, qu'on applique à chaque année. Puis, ayant été dans des multiples équipes de CTF, ben, je suis à l'aise avec la recette la plus efficace. Pour donner un peu, dire un peu qui je suis, c'est quoi mes credentials, ben, j'ai fait beaucoup de CTF, j'ai participé au NerdTech plusieurs années. En 2020, j'ai gagné première place avec mon équipe. En 2021, seconde place. Puis, depuis les 3 dernières années aussi, mon équipe gagne première place depuis, dans les 3 dernières années, on a remporté la première place dans toutes les Linux Meetup CTF. J'ai aussi été mentor pour des équipes de CTF qui sont allées à l'étranger. En Europe, il y a eu 2 compétitions très grosses dans plusieurs pays. J'ai été mentor pour les équipes canadiennes là-bas. J'ai conçu des défis pour des CTF. On a créé le United CTF. Puis en 2020-2021, je suis très impliqué dans ces CTF-là. J'ai créé peut-être le tiers ou la moitié des challenges parfois. Puis aujourd'hui, ben, je suis plus retraité des CTF compétitifs. Je ne vais plus au CTF pour gagner, je vais plus pour le fun. Puis ben, c'est plus plaisant comme ça, c'est moins stressant. Puis on passe moins de nuit blanche. Fait que comment se préparer pour un CTF? Je pense que les compétences, on peut les séparer en 2 catégories. Il y a du savoir agir puis du savoir faire. Donc, on commence pour le savoir agir. C'est quoi? Ben, le savoir agir, c'est savoir comment s'y prendre pour réaliser quelque chose. Fait que ça, c'est un peu la recette. Cette partie-là est facile à mettre en application une fois qu'on la sait. Il y a 3 catégories principales. Il y a savoir s'organiser, savoir communiquer dans son équipe, puis savoir séparer les tâches selon les compétences. Fait que ça, c'est pas très complexe. Je donne un exemple. Au NerdTech, on avait des équipes de 20 personnes en 2020. La manière qu'on gérait, qui avait accompli quel challenge, vu que c'est compliqué de voir quel challenge a été complété dans ce CTF-là. On n'utilise pas CTFD comme le Linux Meetup. On garde des traces des challenges qu'on avait accomplis dans un tableau Excel en ligne avec Google Sheets. Fait que dans un tableur comme ça, on peut regarder les noms du challenge, c'est quel type de challenge, comme ça on sait c'est le genre de challenge qui peut intéresser quel genre de personnes, est-ce que le challenge est complété, est-ce qu'on a juste fait le corps, qui a travaillé dessus la dernière fois, puis des commentaires sur des hints que les autres pourraient lire après pour savoir comment aller le résoudre. Puis pour communiquer, il faut utiliser une plateforme de communication et savoir bien l'utiliser. Il y a plusieurs outils qu'on peut utiliser. Moi, dans l'exemple ici, j'ai mis notre Discord qu'on utilise. Vous êtes familier avec Discord, j'imagine, beaucoup de monde. Ça, c'est le Linux Meetup CTF de l'année passée. Il y avait beaucoup de challenges. Fait que pour se garder organisé, qu'est-ce qu'on disait? C'est pour chaque nouveau challenge, quand quelqu'un entreprenait le challenge, il créait un channel avec le nom du challenge. Puis on a essayé le plus possible de garder ça en ordre alphabétique. Puis quand quelqu'un avait complété le challenge, on mettait un petit crochet vert après, comme ça, plus personne ne regardait. Ça permettait facilement de savoir est-ce que ce challenge a été complété ou est-ce qu'il y a encore du travail à faire. Pour le Linux CTF 2021, la manière qu'on disait, il y avait moins de défis. Fait qu'on avait créé des catégories pour les différents challenges. Puis tous les échanges par rapport au challenge se faisaient à l'intérieur de chaque catégorie. On avait aussi un channel drop flag parce que c'est important de noter quel flag tu as déjà soumis pour les drop flags. Parce que sinon, il peut arriver des affaires du genre, tu vas resoumettre le même flag plein de fois, puis ça arrive comme l'année passée, il y a un Hall of Fame, puis à la fin, tu te fais dire ton équipe, c'est celle qui a soumis le plus de drop flags en double, puis ils vont nommer ton nom sur le Bilbo Button. On a aussi le Voice Channel, très important. La raison pourquoi on utilise Discord, c'est parce que les channels de texte sont à la même place que les channels vocaux.
C'est pas possible sur toutes les plateformes. Je vais en montrer après. Fait que, oui, tu sais, plateforme de communication commune avec l'équipe, c'est important. Il faut toujours être dans un channel vocaux avec les autres membres de l'équipe pour être en communication avec eux autres pour rien rater. Puis, comme on a fait ici, bien organiser l'information textuelle. Fait que plus votre communication est claire, plus vous allez sauver de temps parce que vous n'avez pas des personnes qui travaillent en double sur un autre projet. Parce que si la personne dit hey, moi je suis en train de faire tel challenge, puis l'autre personne a déjà fait, ben, on va te le dire tout de suite, comme ça vous ne perdez pas de temps. Si tu dis j'embarque sur tel challenge, une autre personne travaille dessus, ben on va te dire moi je m'y rendu jusque-là tout à l'heure, je pense que c'est ça qu'il faut faire pour la suite, ça te donne déjà des indices. Fait que quand vous travaillez en équipe, indiquez aux autres quelles trouvailles vous avez déjà faites. Comme ça, les autres sont capables de reprendre votre travail plus facilement. Indiquez clairement lorsqu'un défi est terminé parce que vous ne voulez surtout pas travailler en double. Des fois, il y a des challenges qui prennent du temps. Puis vous ne voulez pas que ça arrive. Puis si vous êtes deux à travailler sur le même défi, ne travaillez pas individuellement. Une des affaires intéressantes que vous pouvez faire, c'est partager votre écran. Comme ça, vous pouvez le faire ensemble. Donc, des systèmes de communication, il y a Discord. Discord, il change tellement, il n'y approuve pas parce que c'est un logiciel propriétaire. Fait que j'ai des alternatives que je peux vous offrir, comme le Framatting qui est utilisé par le Linux Meetup. Vous pouvez créer des challenges. Peut-être que en Framatting, je ne pense pas que c'est possible de créer des groupes ou peut-être de reorder les channels. Mais tu sais, vous pouvez créer genre, mettons, mettre votre numéro d'équipe, puis après le nom du challenge, puis après ça, vous êtes capable de vous organiser, puis différencier les channels publics de vos channels privés de votre équipe. Puis je suggère pas vraiment d'utiliser BigBlueButton pour communiquer durant le CTF, ça va un peu mal. Je pense qu'il y a des rooms, mais si tu es dans le room, je pense que tu peux pas écouter qu'est-ce qu'il y a dans le main room, ça va un peu difficile. Fait que dans Discord, nous autres, on a tout le temps du monde dans le channel vocal, puis il y a comme une personne que au moins elle écoute le stream. Mais qu'est-ce que je suggère? Ben, il y a GT qui est open source que vous pouvez utiliser en même temps d'utiliser Framatting, comme ça vous avez votre information textuelle sur Framatting, genre les challenges que vous avez trouvés, des descriptions de où vous êtes rendu. Puis pour vos échanges vocaux, vous pouvez les faire dans GT. Je sais que je suis l'avocat de BigBlueButton, je vais prendre la défense de BigBlueButton. C'est qu'en fait, pendant le CTF, il va y avoir une salle principale, puisqu'il va y avoir 100 personnes. On va commencer à faire des présentations des partenaires au début. Et après, quand le CTF commence, on va faire des salles de réunion privées. On va en avoir 20 à peu près, c'est le nombre d'équipes qu'on va avoir. Mais c'est pour dire que c'est vrai, si vous voulez rapidement communiquer entre vous, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Sauf que si vous voulez avoir des indices par les généreux experts des CTF comme Pascal et Dominique, il faut être sur BigBlueButton. Parce que les autres vont se promener, ils vont être administrateurs de BigBlueButton, ils peuvent se promener dans toutes les salles pour voir si vous êtes bloqué de phénomène. Dans leur cas, eux autres, ils n'avaient peut-être pas besoin d'indices, ils n'en voulaient pas parce que quand on donne un indice, tu fais des points. Fait que les autres, ils voulaient peut-être avancer, puis peut-être à la fin demander des indices. Donc ça pour dire que vous pouvez prendre les outils que vous voulez, c'est très bien ce que tu as marqué ici, mais pour avoir des indices pour le BigBlueButton, si vous commencez dans le CTF, il faut faire partie de ça, le réunion privée. Puis je pense aussi, Martial fait tirer des prix pendant le CTF sur le stream. Fait que nous autres, on est dans Discord, mais il y a toujours une personne au moins qui écoute le stream. Comme ça, on peut genre entendre notre nom s'il y a un prix. Parce qu'on ne veut pas manquer de prix. En fait, il va y avoir des présentations toute la journée. Des présentations des commanditaires le matin. Il va y avoir des flags dans chacune des présentations. Exemple, si ça va faire une présentation, on va leur demander subtilement de cacher un flag d'une certaine façon. Puis, il faut que les gens assistent à toutes les présentations pour accumuler des flags. Il va y avoir des présentations dans l'après-midi, pendant le CTF aussi. Il va falloir avoir des gens de chacune des équipes qui assistent aux présentations aussi. Pour que l'oreille, il va y avoir partout. Tout ça pour dire que ça c'est très bien, mais BigBlueButton va être utile s'il va y avoir plus d'indices. Il y a un autre mode de communication que je peux vous suggérer parce que la plupart du monde sont à l'aise avec Slack. Maintenant, Slack, dans les channels, ils ont la communication vocale, puis ça marche extrêmement bien dans l'app sur Linux. C'est un autre moyen que vous pouvez utiliser pour communiquer vocalement dans un channel, mais aussi facilement avoir plusieurs channels vocaux dans un environnement que c'est pas mixé avec tous les autres channels de Framatting. Parce que sur Slack, vous pouvez créer votre workspace, puis dans la workspace gratuite,
vos messages, ils restent pour au moins 30 jours, donc c'est amplement de temps pour faire le CTF. Puis aussi, pour le voice chat, un affaire que je vous suggère, c'est d'utiliser un outil pour canceller le bruit, parce que vos teammates ne veulent pas attendre votre micro frotter sur votre linge, puis là, ça fait ou ils ne veulent pas vous entendre tousser, ils ne veulent pas attendre votre chaise bercer, ou peut-être la musique, ou la porte qui ouvre dans le background. Il y a un outil beaucoup nice sur Linux qui existe, ça s'appelle Noise Torch, puis ça utilise un modèle de machine learning pour canceller tout ce qui n'est pas de la voix dans votre audio. Donc c'est parfait si vous utilisez ça sur votre headset. Vous pouvez tout le temps laisser votre micro à on, sans déranger les autres avec le bruit de background. Si jamais vous parlez, ben vous n'avez pas à activer votre micro, il est déjà activé. Donc, parmi les trucs à savoir dans savoir communiquer, ben si vous restez pris au même endroit pendant 15 minutes dans un défi, ben allez chercher de l'aide d'un coéquipier parce que 15 minutes, c'est vraiment trop long. Vous êtes sûrement de même, puis vous réfléchissez, puis vous n'avez pas la réponse. Faites appel à un coéquipier ou toute votre équipe, partagez votre écran. Sûrement quelqu'un dans votre équipe va vous aider à vous débloquer. Mais c'est important parce que pour faire plus de points, ben il faut gérer son temps efficacement. Gardez pas des informations pour vous-même. Parce que, je dis tout le temps, parce qu'il y a du monde durant les CDF qui sont un peu débutants des fois, puis ils veulent garder des informations pour eux autres pour après revenir sur le challenge, puis que ce soit eux autres qui fassent les points. Mais comme le but, c'est que l'équipe gagne, fait que faut pas faire des choses dans le même. Si vous avez des informations, partagez-les dans les messages vocaux, les messages dans les channels texte, indiquez où vous êtes rendu, des informations pertinentes que vous allez trouver. Comme ça, ça va débloquer vos coéquipiers qui vont se rendre sur le challenge. N'hésitez pas à faire un partage de votre écran. Pour séparer les tâches, ça c'est très important. Parfois, les équipes sont mixtes, il y a des débutants, il y en a qui sont meilleurs dedans, il y en a qui ont certaines compétences. Genre, si t'es un développeur web, fais les challenges web. Si t'es un sysadmin, fais les challenges de sysadmin. Parce que si tu es un développeur web puis tu fais les challenges de sysadmin, tu vas être moins efficace. Puis en plus, potentiellement, tu enlèves le travail que la personne qui fait du sysadmin trouverait le plus intéressant à faire. Fait que faites pas des choses comme ça. Puis si vous êtes très bon, allez sur les challenges difficiles qui valent plus de points au lieu de faire les challenges faciles. Parce que si vous faites les challenges faciles, ben vous prenez les challenges que les personnes moins bonnes dans votre équipe pourraient faire. Fait que ces personnes-là, à la fin de ces tests, se retrouvent à rien faire parce qu'ils sont pas capables de faire les challenges difficiles. Fait que séparez bien vos tâches entre tout le monde. Pour qu'il consiste du savoir-faire, ben le savoir-faire, c'est votre capacité par la pratique à faire la tâche. Ça, c'est plus dur à faire avant le CTF. Si vous n'avez pas de pratique, c'est plus difficile. Mais en général, c'est quoi? C'est être débrouillard, c'est connaître quels outils utiliser sur le contexte, puis savoir utiliser ces outils-là. Le plus tough à faire avant le CTF, c'est peut-être juste savoir utiliser les outils parce qu'il faut mettre du temps à se pratiquer, puis ça, vous n'avez peut-être pas le temps. Mais être débrouillard, ça se résume surtout à chercher sur Google. Si vous n'avez pas d'informations, vous ne savez pas comment avancer dans un challenge, vous pouvez chercher en ligne. Vous pouvez créer write-up d'un certain nombre de challenges comme, je sais pas, write-up se connecter à OpenVPN. Puis là, write-up, ça veut dire rédaction. C'est un article où quelqu'un va avoir écrit toutes les étapes de lui, comment il a fait pour faire une telle chose. Vous pouvez trouver les informations sur des CTF passés en cherchant le mot write-up. Écrire des write-ups, c'est dans la culture du CTF. Après les CTF, il y a souvent des write-ups. Fait que il y a en masse d'informations pour trouver comment résoudre des défis que peut-être qu'ils ont déjà existé avant. Puis si vous cherchez dans Google, il n'existe pas d'utiliser les double quotes parce que ça permet de chercher des termes exacts. Fait que dans le cas où j'ai Onion Protocol, j'ai écrit Onion Protocol. Peut-être ces mots-là vont se commencer à différentes pages sur le site web. Je peux avoir plus que ce que je cherche si je mets des guillemets autour de ces mots-là pour trouver le terme exact que je veux. Pour des outils, ben ça c'est souvent qu'est-ce que le monde ne connaisse pas quand il arrive dans le CTF, puis il n'y a pas vraiment de ressources. Genre, si tu cherches, d'un fois c'est dur de trouver tous les outils utiles. Oui, prenez des photos parce que, en tout cas, je vais partager les slides après, fait que vous allez les avoir de toute façon.
Mais pour décompiler des exécutables, c'est souvent des challenges qui reviennent dans la catégorie reverse engineering ou binaire. Il faut utiliser des outils pour lire le code machine. Dans ce cas-là, Ghidra, ça va donner le code C approximatif du programme qui a été compilé. En même temps, ça me permet de voir l'assembleur qui correspond au code C. Idafree, un autre logiciel propriétaire, mais par contre, le décompilateur, parfois, il va être meilleur que Idafree parce qu'il utilise des meilleurs heuristiques. Donc, c'est un que vous pourriez utiliser si jamais vous trouvez que Ghidra, vous êtes perdu un peu dedans. Reddeck, ça, c'est un autre décompilateur créé par Avast. Lui, des fois, il est capable de décompiler des binaires qui sont packés. Ça, c'est comme des binaires compressés d'une manière très farfelue pour réduire la taille et que ça soit difficile de l'examiner. Reddeck, parfois, il est capable de le faire, mais je pense pas qu'on ait des challenges de ce niveau-là dans le Linux Meetup CTF. Un autre outil que je peux suggérer, c'est GDB. Dans les éditions précédentes, on a eu besoin. Par contre, GDB tout seul, c'est de la crotte. Il faut que vous installez un plugin. Le meilleur plugin en ce moment, il s'appelle Jeff. Ça va vous donner en temps réel, aussitôt que vous steppez dans le code, ça va vous lister tous les registres. Puis il y a des heuristiques pour trouver dans les registres, est-ce que c'est des nombres, est-ce que c'est une string, puis me l'afficher. Puis souvent, par chance, vous allez trouver sur un flag. Vous voulez décompiler du Java, ça je vais aller chercher sur Google, il y en a plein en ligne. Puis des fois, vous n'avez même pas à downloader, c'est juste vous uploadez votre job, ça vous donne des fichiers Java décompilés. Pour le réseau et le web, je suggère Burpsuite pour intercepter les requêtes réseau. Vous pouvez modifier les requêtes HTTP avec ça. Fait que s'il y a un cookie que vous devez modifier, vous pouvez le modifier avec ça. Si vous devez, je sais pas, ajouter un header dans votre requête, vous pouvez le faire directement avec ça. C'est plus facile pour certains qu'utiliser curl. Wireshark, ça c'est si vous avez des PCAP dans le CTF, des PCAP ça revient souvent. Fait que Wireshark, c'est bon de connaître l'outil. Nmap, si vous avez un serveur, vous ne savez pas quoi faire avec, mais il y a peut-être des ports ouverts dessus, cherchez Nmap. Si vous pouvez faire différents types de scans, ça, cherchez les commandes en ligne, vous allez tomber dessus. SQLmap, ça c'est pour faire des injections SQL. Si vous savez qu'il y a une injection SQL dans votre site web, vous pouvez essayer d'exploiter avec SQLmap. Tout à l'heure, Pascal vous a montré Cyber Chef. Il y a Crypty aussi qui pourrait vous intéresser parce que sur ce site-là, il y a plein d'algorithmes d'encryption puis de décryption. Puis souvent, il y a des algorithmes qui marchent mieux dessus que sur Cyber Chef, fait que je suggère de l'utiliser. Il y a kt.gy qui est un autre truc pour faire de l'encodage puis du décodage. Celui-là, il est intéressant parce que si vous écrivez une chaîne hexadécimale dessus, elle va vous convertir dans tous les autres formats possibles. Comme ça, vous pouvez voir en temps réel qu'est-ce que ça donnera en ASCII, qu'est-ce que ça donnera en B64, etc. Fait que j'ai une démo avec Ghidra et Jeff. Combien de temps il me reste? 5. Elle dure 5 minutes, mais je vais les mettre sur Framoting, comme ça vous allez pouvoir les regarder. Mais dans le fond, dans cette vidéo-là, j'importe un fichier dans Ghidra, je fais l'analyse, je trouve la fonction main, je regarde le code. Là, je vois plein d'hexadécimales. Je pense que ça share pas. Ok. Peut-être demain. Il n'y a pas de l'air de share. Ouais, malheureusement, ça gèle. Qu'est-ce que je peux faire? Non, mais même, c'est parce que tu es supposé voir la souris bouger, mais aussitôt que j'aime en full screen, ça gèle. Attends une minute. Je vais essayer de voir, je sais pas un autre acteur. BC. Ah, ben lui, on le voit. Parfait. Là, c'est facile. Je vois déjà qu'il y a du hexadécimal, fait que je pourrais les copier un par un dans Cyber Chef, mais pour montrer un peu comment
GDB avec Jeff fonctionne, ben je fais quand même l'exemple avec Jeff. Là, je le mets en full screen, puis on voit mieux dans le fond. Là, je pense que je vais scroll up à un moment donné. Je relaunch le débugger, puis je mets des paramètres en ligne de commande. Si je mets -arg, je peux lui passer des paramètres à bon binaire. Là, je commence un peu. Je peux afficher l'assembleur si je mets disassemble dans le débugger. Ici, ça, c'est le plus important. Premièrement, ici, je vois la stack du programme. Il est déjà capable de me donner des trucs qu'il trouve sur la stack comme une string que je trouve ici. Il y a aussi les registres du processeur qu'il peut me montrer. Puis dans chaque registre, il va rouler un heuristique pour déterminer c'est quoi. Dans ce cas-là, il y a un pointeur. Il va déréférencer le pointeur, puis il trouve que dans le contenu en mémoire vers lequel le pointeur pointe, j'ai la string hello. C'est super utile, puis ça l'aide dans les challenges plus compliqués. Ici, je me rends plus vers la fin, pendant que je débug le programme. Maintenant, je suis en train de déliter des breakpoints, puis là, je fais continue. Là, je scroll up. Puis à la place que j'ai mis mon breakpoint, j'ai eu de la chance. Ça, normalement, je ne le verrais pas dans GDB, mais avec Jeff, il me montre, dans ce registre-là, il y avait un pointeur qui pointait vers le flag. J'ai obtenu le flag de même. Puis souvent, c'est des trucs qui arrivent par chance. Mais même si c'est pour trouver des trucs par chance, je me passerai jamais de Jeff. Fait que si jamais vous utilisez GDB, je garantis que vous allez avoir besoin de ça. Ben, je vous suggère de l'installer. C'est très straightforward à utiliser. C'est pas un chef, vous l'avez vu tout à l'heure. Je vais vous montrer Pursuit. Oh boy. Parfait. Burpsuit, c'est vraiment cool. Je peux ouvrir le browser dans Burpsuit, puis il va intercepter toutes les requêtes que je fais à partir de ce browser-là. Là, j'ai mis l'URL d'un site où je peux résoudre des challenges, c'est Ring Zero. Puis maintenant, je fais une requête dans le site, puis je peux examiner qu'est-ce qu'il y a dans les headers. Donc là, j'ai le cookie, dans ce cas-là, le flag, je le mets à 1 pour dire oui, je veux le flag, c'est un challenge vraiment simple. J'ai aussi du soulignage de syntaxe avec les couleurs, ça permet de plus facilement voir qu'est-ce qu'il y a dans les requêtes. Puis une fois que j'ai modifié qu'est-ce que je veux modifier, je fais forward pour envoyer la requête au serveur qui va me reply. Puis à ce moment-là, ben dans ce cas-là, c'était juste de modifier flag pour mettre un 1, puis j'ai résolu le challenge. C'est pas un chef, juste pour dire que j'ai cette vidéo-là, j'ai un challenge ici que j'ai extrait du United CTF, puis dessus je l'ai résolu en faisant une recette compliquée de décodage, un après l'autre. Ça va plus vite que d'utiliser d'autres sites que, ça, mettons, tu vas sur Google, tu dis R2 décode B64, là tu vas sur un site qui fait juste le B64. Là tu remarques que c'est du hexadécimal, il faut être sur un autre site qui fait du décodage d'hexadécimal. C'est bien plus simple d'utiliser StamberChef pour faire des recettes compliquées. Fait que maintenant, comment est-ce que je peux développer mon savoir-faire? Ben, il n'y a pas le choix de se pratiquer. Moi, je gère plusieurs sites. Premièrement, il y a le CTF permanent Buchan, qui est un site qui roule sur CTFD. Fait que l'interface, c'est pareil comme celle du Linux Meetup. C'est facile de se retrouver quand vous allez arriver au Linux Meetup CTF, ça va être la même affaire. Il y a beaucoup de challenges débutants dessus, fait que c'est parfait. Vous commencez par des challenges qui valent moins de points jusqu'à temps que vous restez bloqué. Si vous bloquez trop longtemps sur un, skippez au prochain. Il y a aussi un serveur Discord qui a des membres qui ont créé le CTF dedans, fait que vous pouvez aller chercher de l'aide là.
Il y a Ring Zero CTF qui existe, qui est un CTF créé par des Québécois. Puis il y a plusieurs personnes qui designent des challenges pour ce site-là, qui travaillent aussi au NordSec. Vous allez trouver des challenges NordSec dessus. Malheureusement, vous ne pouvez pas demander d'aide pour ce site-là. RootMe, c'est la même chose. Par contre, c'est un site français. Il existe Capture the Flag 101, qui est un bon site parce que il y a beaucoup de théories dessus. Pour des différentes catégories de challenge, comme par exemple l'encryption, vous allez pouvoir lire sur comment ça marche avant d'effectuer des challenges. Fait que comme ça, vous ne faisiez pas des trucs à l'aveuglette, vous comprenez qu'est-ce que vous faites. Pico CTF, c'est un excellent site, ça a été montré par Pascal. Il y a aussi le United CTF pour lequel j'avais écrit des challenges. Mettons que j'ouvre le site. Qu'est-ce qui est particulier avec lui, c'est que tous nos challenges ont peu de sources, ils sont stockés sur GitHub. Puis si je vais dans les challenges, je peux voir le write-up. Fait que j'ai quelqu'un qui écrit comment résoudre le challenge. Fait que si vous allez le résoudre, vous downloadez le binaire, vous utilisez Ghidra comme ça dit dans le setup. Mais si jamais vous restez pris, que vous n'êtes pas capable de le faire et vous voulez débloquer, vous lisez le write-up, ça vous dit étape par étape en français, qu'est-ce que vous devez faire pour résoudre le challenge. Puis parfois, ça vous donne des tips qui seront utiles plus tard dans d'autres challenges. Fait que c'est tout. Puis ben merci d'être venu. Merci Alexandre. Toujours à la bourse de participer que vous inscrivez. Actuellement, il y a 66 inscriptions seulement. C'est tout. C'est tout. Là, on veut vraiment faire monter le nombre d'inscriptions et même ça va faire des luttes. On veut voir apparaître une équipe. Là. Soit je rappelle Cyril demain. La 100e inscription va peut-être avoir un indice, le 23. Il y a 66 inscrits actuellement. Inscrivez-vous rapidement. Et celui qui va être inscrit le 100e inscription va avoir un indice gratis si tu es sur les dans les salles de réunion privées, le 23 septembre. Des individus, ils n'ont pas d'équipe. Exact, tu t'inscris, tu n'as pas d'équipe, on va te mettre dans d'autres. On va essayer d'équilibrer les forces, c'est pas facile. Parce que quand tu t'inscris, tu indiques que tu as déjà participé à CPF. Parfait, dis la vérité. Dis pas, ben oui, j'ai déjà participé à CPF, pas vrai, là. Tu dis oui, j'ai jamais participé de CPF, ou une fois, celui du Meetup qui est facile, versus les autres, puis on va vous matcher avec d'autres personnes. On ne va pas tout mettre des débutants ensemble. On va essayer de mettre les gens, parce que c'est un travail d'équipe. Si à un moment donné, vous êtes bon dans les lieux, on va vous mettre avec des gens. Si vous êtes seul, vous n'êtes pas déjà dans une équipe, on va équilibrer les forces pour être avec d'autres personnes. C'est l'objectif, c'est d'avoir du fun, c'est d'avoir des prix qui vont être, il va y avoir une roue de fortune qu'à toutes les heures, je vais faire tourner ceux qui sont présents. Ils vont être présents soit pour les présentations ou pour le CPF sur des button pour mériter des prix. C'est pour ça que je mentionnais tantôt qu'il faut être quelque part sur les button parce que sinon, comment je peux savoir ceux qui sont là jusqu'à 8h30. Est-ce que vous avez une question? Oui. Je peux juste par contre, dans les outils que tu as, Diversity, Map, SQLMap, on essaie pas de brute forcer la plateforme, dans le sens que si on lance un SQLMap avec Wizard, puis il essaie de passer tout seul, ça tire au début, ça prend le bandwidth, on essaie la façon que la plateforme est montée, c'est que vous êtes dans votre container, c'est tout containerisé, donc théoriquement, vous allez juste perdre du temps de votre côté, mais d'aller avec un Nmap, passer tous les NSE scripts, d'aller avec un Burp-Suite, passer des dictionnaires pour essayer de passer du mot de passe. Je vous dirais, en fait, il n'y a aucune attaque online que vous devez faire sur la plateforme. Si vous avez à craquer quelque chose, d'habitude, c'est toujours offline. Il va y avoir un hash qu'on va vous donner, vous allez pouvoir essayer de le déchiffrer offline. Mais en online, essayez pas de vous forcer la plateforme, parce que bon, d'un, ça peut casser des choses, puis de deux, je vous confirme, vous devez trouver des façons de faire perdre votre temps, mais royalement, si vous essayez de faire ça. Ça va être long, ça va vous prendre du temps, vous allez perdre du temps. Donc, c'est pas la voie à utiliser. Les défis, parce qu'ils ont différents types de tests qui sont ordonnés par les multiples. Ils sont pas ouverts, oui, parce qu'ils sont en ordre de points. Ok, c'est des points qui sont. C'est nous qui assigné des points, fait que des fois, Dominique pense que c'est facile, moi je rentre dedans, puis il voit que ça me prend du temps, puis il ouais, je vais peut-être le monter. Puis il y en a d'autres qui pensaient que c'était compliqué, puis j'arrive à les résoudre assez rapidement. Fait que
Mais c'est nous qui avons assigné des points selon nos connaissances puis les grilles. Donc, C'est quoi la distinction entre quoi la distinction? si je me rappelle bien, je pense qu'il y a du 50, du 100, 200, 300, 400, quelque chose comme ça. Bon, quand ça va démarrer, tu vas le voir de toute façon. Là, puis, vite à commencer avec ceux peut-être les plus simples. Tu fais la main là-dessus, puis après, tu vas voir les 400, là, c'est des bonheurs. OK. Je rappelle pour ceux qui sont à distance, c'est que Pascal indiquait qu'il ne faut pas essayer de faire un brute force de la plateforme actuellement, parce que ça roule sur mes serveurs de ma compagnie. Ce n'est pas un gros serveur. Ma compagnie est dans mon sous-sol, dans un garde-robe. Ben non. J'ai OVH à voir moi. Mais tout ça pour dire qu'il ne faut pas essayer de faire tomber la plateforme parce qu'on ne va pas s'amuser de cette façon-là. C'est pas vraiment un vrai CTF que tu peux essayer de faire tout ce que tu veux, là, mais actuellement, nous autres, c'est simplement pour s'amuser. Puis, c'est un rendez-vous. Fait que si vous n'êtes pas déjà inscrit, c'est le temps de s'inscrire. Quand j'ai regardé tantôt, il y avait seulement 66 inscriptions. C'est ça, surprenant quand même, parce que je crois qu'il y avait 66 personnes aujourd'hui. C'est sûrement pas vous autres qui étaient inscrits. Fait que s'il y en a qui ne sont pas encore inscrits, ça peut être seulement pour les présentations, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de participer au CPF. Ça peut être une présentation le matin, l'après-midi, en présentiel ou en virtuel. C'est hybride. Ou tenter la chance avec le CPF. Vous n'avez rien à faire. Vous pouvez essayer 1 heure, 2 heures, 3 heures. Le plus longtemps que vous t'offrez, vous apprenez en même temps. Comme on le voit tantôt. Et souvent, ce qui a montré, là, tous les petits trucs, les sites web qu'il fallait aller, etc., ben, ça sert d'année en année, c'est des outils que vous allez accumuler. Ça va vous servir éventuellement pour sécuriser votre réseau en entreprise, éventuellement, ou si vous faites attaquer quoi que ce soit, au moins vous allez être plus sensible à tout ce qui a rapport à la sécurité. Ben, merci d'être venu. Merci encore à Savoir-faire Linux. Je n'ai pas eu le temps de parler avec tout le monde, malheureusement. Bien, merci. Et on se revoit, j'espère bien, les 66 qui étaient présents ici, plus 66 qui étaient déjà inscrits. Ça va faire 122 inscriptions. J'espère qu'on va vous revoir samedi matin, le 23 septembre. Merci.